La nuit où Abena Asante-Awa signa son nom dans le sang du serpent sacré, le ciel au-dessus du royaume d'Nkrom Abosom se fendit en deux. Pas un tonnerre ordinaire, pas une tempête venue des montagnes, non. C'était le genre de fracture que les anciens appelaient l'œil du monde qui cligne. Ce moment rare où les vivants et les morts se regardent en face et où l'un des deux cligne le premier. Ce soir-là, Abena ne cligna pas. Elle avait 22 ans, des mains fines, une nuque longue, des yeux en amande qui captaient la lumière comme deux lacs noirs captent la lune. Mais ce qui faisait d'elle une reine, ce n'était pas sa beauté. C'était cette chose froide et précise qui vivait derrière ses yeux, cette faculté de regarder le monde et de voir non pas ce qui était, mais ce qui pouvait être arraché. Le vieux sorcier, Kofi Obrafour, s'agenouilla devant elle dans la grotte du mont Kwasi, là où la roche suait une résine noire et où les torches ne projetaient jamais d'ombre normale. « Tu sais ce que tu demandes » dit-il. Sa voix était celle d'un homme qui a vu trop de choses pour encore ressentir de la peur. Ce qui la remplaçait, c'était quelque chose de pire, la compassion des désabusés. « Tu sais vraiment ce que tu demandes ?»« Je demande ce que tout souverain désire, » répondit Abena, « la continuité. Tu demandes l'éternité. J'appelle ça autrement. » Obrafour posa les deux mains à plat sur le sol de pierre. Entre ses doigts, quelque chose bougea. Une racine, un serpent, une veine, difficile à distinguer dans cette lumière trouble. « Le rituel s'appelle Aya-Kra, dit-il, la grande substitution. Tous les 10 ans, à l'équinoxe des flammes, tu choisiras une jeune femme parmi ton peuple, pure, en bonne santé, dans la fleur de ses 20 ans. La cérémonie transférera son kra, son âme-vie, dans ton corps. Elle vieillira à ta place, elle mourra à ta place. Et toi, tu resteras. » Un silence. « Combien de fois ?» demanda Abena. « Autant de fois que tu voudras. » Elle regarda la flamme de la torche. Elle ne trembla pas. « Montre-moi comment faire. » Ce que personne ne sut jamais, pas même Obrafour, c'est qu'Abena avait pleuré une seule fois dans sa vie. La nuit où son père, le roi Asante Kweku, avait rendu l'âme dans ses bras en murmurant « Je n'ai pas eu le temps ». Elle avait 5 ans. Elle avait regardé le grand corps puissant de son père devenir en quelques heures quelque chose de vide, de flasque, d'abandonné, comme une maison dont on aurait retiré tous les meubles. Depuis cette nuit, Abena avait pris une décision simple. Elle ne serait jamais cette maison vide. Le sang du serpent sacré était froid sur ses paumes. Elle signa. Et le ciel au-dessus du royaume se fendit en deux. Les années passèrent, et Abena devint ce que les peuples espèrent dans leurs rêves les plus fous, une reine qui ne vieillit pas. À 30 ans, elle avait le visage de ses 20 ans. À 40 ans, les servantes qui l'habillaient le matin chuchotaient entre elles que les dieux l'avaient bénie. À 50 ans, des délégations venaient des royaumes voisins simplement pour la voir, la regarder marcher dans la cour du palais, la regarder rire, la regarder exister avec cette grâce impossible que le temps semblait incapable d'effleurer. Les chansons composées en son honneur comparaient sa peau à l'ébène poli, son port à l'acajou sous la pluie. Les griots juraient que les ancêtres veillaient sur elle. Les prêtresses du temple disaient que les dieux l'aimaient trop pour ne la laisser s'abîmer. Personne ne remarqua Akosua. Akosua avait 20 ans, une mère tisserande et un sourire qui éclairait les marchés du matin. Elle avait été choisie discrètement, amenée au palais sous prétexte d'un service royal et conduite dans les souterrains par 2 gardes qui ne regardaient jamais personne dans les yeux. La cérémonie Aya-Kra durait une nuit entière. Au matin, Akosua fut retrouvée dans sa case, dans son quartier du village, vivante, debout, mais quelque chose en elle avait changé. Ses voisins mirent du temps à nommer ce qu'ils voyaient. Ses yeux avaient perdu leur lumière. Sa peau, pourtant jeune, semblait taillée d'une fatigue qui ne venait pas des muscles, une fatigue de l'intérieur, comme si quelqu'un avait éteint une lampe qu'on ne pouvait pas rallumer de l'extérieur. Elle vivit encore 6 ans, puis, un matin, elle s'endormit et ne se réveilla pas. Son corps, quand les femmes vinrent la préparer pour la terre, était celui d'une très vieille femme. Elle avait 26 ans. Sa mère hurla si fort que les oiseaux quittèrent les fromagers pour 3 jours. Mais les conseillers du palais vinrent lui parler d'une mystérieuse maladie des os, d'une malédiction familiale, de la volonté des ancêtres.
Et la mère, parce que les pauvres apprennent vite que certains deuils doivent être portés seuls, finit par se taire. Abena, elle, ce matin-là, se réveilla avec l'impression d'avoir dormi 1000 ans. Elle s'approcha de son miroir d'argent poli, se regarda longuement, posa une main sur sa joue. « Merci, Akosua », dit-elle tout bas, à personne. Puis, elle appela ses servantes pour qu'elles lui préparent son bain parfumé. Le royaume d'Enkrom Abosom prospérait. Sous le règne d'Abena, qui durait maintenant 60 ans sans que son visage n'emporte la moindre trace, les greniers étaient pleins, les routes sûres, les marchands heureux. Elle gouvernait avec une intelligence froide et un sens politique que ses conseillers, à voix basse, comparaient à celui d'un vieux crocodile, immobile en apparence, capable de se mouvoir avec une vitesse terrifiante quand la proie se présentait. Mais le prix se payait. Tous les 10 ans, une jeune femme disparaissait de sa vie ordinaire et revenait diminuée. Certains commençaient à faire des liens, pas assez pour accuser, juste assez pour avoir peur. Un homme pardon n'avait pas peur. Kwame Achempong était le chef du Conseil des Anciens, un vieillard de 82 ans, petit, sec, avec des yeux derrière lesquels brillait une intelligence que les décennies avaient seulement rendue plus tranchante. Il demanda audience à la reine. Elle le reçut dans la salle aux colonnes de teck, vêtue d'un kente rouge et or, assise sur son trône de bois de line, aussi majestueuse à 60 ans passés qu'elle l'avait été lors de son couronnement. « Kwame, dit-elle avec un sourire, tu vieillis bien. » « Et toi, Majesté, dit-il, en s'asseyant sans qu'on lui invite, une insolence que son âge lui permettait. Tu ne vieillis pas du tout, c'est fascinant. » Un silence se posa entre eux comme une pierre dans l'eau. « Les dieux m'aiment, dit-elle simplement. »« Les dieux aiment tout le monde, dit Kwame. Certains plus longtemps que d'autres, c'est vrai, mais il y a quelque chose que j'ai appris en 82 ans, Majesté. Les cadeaux qui ne coûtent rien ne valent rien, et les cadeaux qui coûtent beaucoup, ils coûtent à quelqu'un. La question est toujours « à qui ?» Abena le regarda sans ciller. « Tu es venu me parler de Mahamé Essi ?» La dernière choisie, 22 ans, revenue du palais avec des yeux de vieille femme. « Je suis venue te parler de 7 jeunes femmes en 40 ans. 7 jeunes femmes choisies pour un service royal non précisé. 7 jeunes femmes revenues de ce palais avec la mort dans les yeux. 7 morts prématurées que les médecins du royaume expliquent avec des mots qui ne veulent rien dire. » Il se leva, s'inclina très légèrement, juste ce qu'il fallait pour ne pas perdre la face. « Je suis vieux, Majesté, je mourrai bientôt, alors je n'ai plus peur. Et les gens qui n'ont plus peur, ils regardent très bien les choses qu'on ne veut pas qu'ils voient. » Il sortit. Abena resta seule un long moment, puis elle appela son général. « Surveille Kwame Achempong, dit-elle. S'il parle à trop de monde, arrange-toi pour que ses mots ne voyagent pas loin. » La petite Adwa avait les yeux de sa mère, exactement les mêmes, ces yeux noirs profonds qui semblaient contenir plus que ce qu'une personne ordinaire pouvait regarder. Mais là où les yeux d'Abena étaient froids comme une eau de source souterraine, les yeux d'Adwa étaient chauds, vivants, pétillants de cette curiosité dévorante que les enfants ont avant que le monde leur apprenne à faire semblant. Un soir, Adwa avait 12 ans. Elle entra dans la chambre de sa mère sans frapper, une liberté que personne d'autre dans le palais n'osait prendre. « Mère, dit-elle, pourquoi tu ne changes jamais ?» Abena leva les yeux de ses parchemins. « Que veux-tu dire ?»« Toutes les mères des gens que je connais vieillissent. La mère de Ya a les cheveux blancs. La mère d'Essi a les mains qui tremblent. Toi, tu es pareil depuis toujours, depuis mes tout premiers souvenirs. Tu es pareil. » « Les dieux m'aiment, dit Abena, cette réponse usée, cette réponse qu'elle distribuait comme on distribue des cailloux aux mendiants. Adwa le regarda un long moment. « Les dieux t'aiment, répéta-t-elle lentement, et les jeunes femmes qui viennent parfois au palais et qui repartent avec des yeux morts, les dieux les aiment comment, eux ?» Le silence qui suivit fut le plus lourd qu'Abena eût jamais connu. Elle se leva, vint se placer devant sa fille, la regarda de très haut, ou tenta de le faire, car Adwa ne baissa pas les yeux. « Tu poses des questions dangereuses, dit-elle. »« Je pose des questions vraies, répondit Adwa. Abena posa une main sur la joue de sa fille, doucement, presque tendrement. « Un jour, tu comprendras. Gouverner, c'est faire des choix que les autres n'ont pas le courage de faire. » Elle retourna à ses parchemins. Adwa sortit sans bruit, mais quelque chose en elle ne serait jamais pareil. Kwame Achempong mourut 3 ans plus tard. Officiellement, son cœur avait lâché dans son sommeil.
Un vieillard de 85 ans, rien de surprenant. Le royaume le pleura une semaine. On enterra sa sagesse avec lui et les gens pensèrent que c'était la fin. Mais Kwame était un homme prévoyant. Il avait confié ses notes, des années d'observation méticuleuse, des dates, des noms, des correspondances à sa petite-fille, Efua, une femme de 30 ans, tisserande comme sa propre mère l'avait été, avec des mains habituées au fil et un esprit habitué aux nœuds. Efua lut les notes, pleura, brûla la moitié pour se protéger, garda l'autre moitié dans un endroit que personne ne connaissait. Et elle attendit. Ce qui la décida à agir, ce ne fut pas la colère, bien que la colère fût là, sourde, permanente, logée dans ses côtes comme une braise. Ce fut la rencontre, un matin de marché, avec une jeune femme qui achetait du mil. La jeune femme s'appelait Ama. Elle avait 19 ans. Elle était d'une beauté simple et ouverte, le genre de beauté qui ne cherche pas à être regardée, mais qui l'est quand même, inévitablement. Elle parlait avec ses mains, elle riait trop fort pour une place de marché, elle était vivante d'une façon que certains êtres sont vivants, de manière totale, irrémédiable, comme si la vie avait investi chaque centimètre d'eux sans retenue. Efua la regarda, et quelque chose dans sa poitrine se serra. Elle a exactement l'âge qu'il faut. Ce soir-là, Efua alla voir la prêtresse Adoma, gardienne du temple des ancêtres au bord de la rivière Kwadi. « Ma mère était Akosua », dit-elle sans préambule, la première. Adoma, vieille femme aux yeux laiteux que la cécité semblait avoir transformée en voyance, leva la tête. « Je sais qui tu es, dit-elle. Alors vous savez pourquoi je suis là. Je sais ce que ton grand-père avait découvert, je sais ce que le palais lui a fait taire, et je sais que tu portes ces notes contre ta peau en ce moment. » Efua ne demanda pas comment elle savait. « Il y a quelque chose qu'on peut faire ?» demanda-t-elle. Adoma se leva, alla chercher dans les profondeurs de sa case un objet enveloppé dans de la peau de caïman. « Ayakra peut être inversé, dit-elle, mais seulement si la source du rituel est confrontée par la vérité par une personne que la reine ne peut pas rejeter. Qui ? Le sang de son sang, sa propre chair. » Efua comprit immédiatement. « La fille, dit-elle. »« Adwa, confirma Adoma. Elle seule peut briser le cercle. Mais le prix ? Quel prix ? » La vieille femme se rassit, ferma ses yeux morts. Pour que les âmes volées soient rendues, l'âme de la voleuse doit les accueillir tout à la fois. Abena devra vieillir de tout ce qu'elle a refusé de porter, d'un coup. Silence. « Combien d'années » demanda Efua. « Environ 140 ans de vieillissement accumulés. » Elles se regardèrent, l'une avec ses yeux morts, l'autre avec ses yeux trop pleins. « Alors elle mourra, dit Efua. »« Bien sûr, dit Adoma. C'est ce qu'elle aurait dû faire depuis longtemps. » Adwa avait 18 ans quand Efua la trouva. C'était une nuit sans lune, le genre de nuit que les anciens appelaient la nuit honnête, parce que l'obscurité totale oblige les choses à être ce qu'elles sont vraiment. Adwa se glissait hors du palais par la porte de derrière des cuisines, comme elle le faisait souvent depuis 2 ans, pour marcher jusqu'à la rivière et penser en paix. Efua était là, appuyée contre un fromager, comme si elle attendait depuis toujours. « Tu es la fille de la reine, dit Efua. Et toi ?» demanda-t-elle, sans fuite, sans peur, cette absence de peur qui ressemblait à sa mère et ne lui ressemblait pas du tout. « Je suis la petite fille de la première femme que la reine a tuée. » Le mot « tuer » tomba dans le noir comme une pierre dans un puits. Long silence avant l'impact. « Assieds-toi, » dit Adwa enfin. Elles s'assirent toutes les deux dans l'herbe haute au bord du chemin et Efua parla pendant 2 heures. Les notes de Kwame, les 7 jeunes femmes, le rituel Ayakra, la façon dont des filles vivantes entraient dans le palais et en ressortaient avec la mort en elles, accélérée, inexorable, silencieuse. Efua l'écouta tout sans l'interrompre une seule fois. Quand Efua se tut, le silence qui suivit fut celui qui précède les décisions qu'on ne peut pas reprendre. « Je savais, » dit Adwa finalement. « Quoi ? Non pas tout, pas les détails, mais je savais qu'il y avait quelque chose. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose. Ma mère ne regarde pas les gens comme une mère les regarde, elle les regarde comme on regarde une ressource, quelque chose d'utile ou d'inutile, n'est jamais quelqu'un. » Sa voix ne tranchait pas, ce qui était peut-être plus inquiétant que si elle avait crié. « Elle me regarde comme ça aussi, parfois, depuis peu plus souvent qu'avant. » Efua la regarda longtemps dans l'obscurité. « L'équinoxe des flammes est dans 3 semaines, dit-elle. Adwa tourna la tête vers elle. « Il y aura une prochaine choisie ?»
Si nous ne faisons rien, oui. Qui? Efua hésita. Une fille du marché, Ama, 19 ans. Adoua ferma les yeux une seconde, une seule, puis les rouvrit. Dis-moi ce qu'il faut faire. La convocation arriva 10 jours avant l'équinoxe. Un messager du palais se présenta chez Ama avec tous les égards réservés aux élus. Des étoiles, du miel, des paroles flatteuses sur l'honneur insigne qui lui était fait. Sa mère pleura de joie. Son père agrandit sa poitrine. Les voisins virent congratuler la famille. Ama, elle, souriait, ce grand sourire ouvert qui était le sien, mais ses yeux derrière le sourire posaient des questions silencieuses à qui personne ne répondait. La nuit précédant son départ au palais, Adoua vint la voir. Elle entra dans la case d'Ama comme une ombre, silencieuse, sans escorte, les cheveux non coiffés, le kente simple, rien de royal, sauf cet impossible port, cette présence dense, ce regard qui habitait l'espace autour d'elle. Ama se leva d'un bond. « Majesté, tais-toi et écoute, dit Adoua à voix basse. Tu dois écouter, et après tu décideras. Mais d'abord, tu dois savoir pourquoi on t'a choisi vraiment. » Elle parla vite, précis, sans mots de trop. Ce qu'était le rituel Ayakra, ce qu'il allait faire à Ama, la façon dont elle reviendrait de cette nuit avec la mort semée en elle comme une graine noire qui pousserait vers l'intérieur. La pièce se vida de tout l'air qu'elle contenait. Ama ne bougea pas longtemps, puis très lentement, « Tu me demandes de ne pas y aller ?»« Non, dit Adoua, je te demande d'y aller quand même, mais pas comme prévu. » Elle posa devant Ama l'objet enveloppé dans la peau de caïman que Adoma lui avait remis. « Tu devras réciter ces mots au moment précis où la cérémonie commence, avant que le transfert soit complet, juste avant. C'est le seul moment où le rituel peut être inversé. Et si je me trompe de moment, alors ce sera trop tard. » Le silence s'étira. « Qu'est-ce qui m'arrivera à moi ?» demanda-t-elle. « Rien, tu ressortiras entière. » « Et la reine ?» Adoua ne répondit pas tout de suite. Elle regarda ses propres mains. « La reine recevra tout ce qu'elle a refusé de porter. » Ama comprit. Elle hocheta récemment la tête. « Et toi, dit-elle, toi qu'est-ce que tu risques ?»« Je perds ma mère, dit Adoua simplement. Encore ce silence, plus doux cette fois. « Tu l'aimes encore ?» demanda Ama. Adoua réfléchit, vraiment réfléchit. On la voyait fouiller en elle, honnêtement, sans complaisance. « J'aime l'idée que j'avais d'elle avant de savoir, mais cette personne-là, je ne suis pas sûre qu'elle ait jamais existé. » Elle se leva. « Dors, demain matin tu pars pour le palais. Fais comme si tu ne savais rien. » Ama la regarda sortir dans la nuit, puis elle regarda l'objet enveloppé dans la peau de caïman, le prit dans ses mains, le serra fort. Pour la première fois qu'elle avait appris pourquoi on l'avait choisi, elle n'eut pas peur. La selle des cérémonies souterraines du palais d'Enkrom à Bossom n'avait pas de nom officiel. Elle existait dans les fondations les plus profondes, là où la pierre suait cette résine mi-noire que les servantes du palais avaient appris à ne pas remarquer, là où les torches brûlaient d'une flamme ocre qui ne vacillait jamais, même quand personne ne comprenait pourquoi. Obrafour était mort depuis 40 ans, mais les rituels qu'il avait gravés dans la roche vivaient encore. Il respirait dans les murs comme un second palais caché dans le premier. Abena descendit les marches en silence. Elle avait revêtu sa robe de cérémonie, du noir profond bordé de corridors, avec ce collier de dents de lion qu'elle ne portait que cette nuit-là, une fois tous les 10 ans. Dans son ventre, cette familière sensation d'impatience, froide, précise, légèrement nauséeuse, comme on ressent avant un acte qu'on sait nécessaire mais pas beau. Ama était déjà là, amenée par les 2 gardes silencieux. La jeune femme se tenait au centre du cercle de pierre. Elle regardait les symboles gravés au sol, des spirales, des serpents, des yeux ouverts, avec ce qui ressemblait à de la curiosité. Pas de la terreur, pas des larmes, de la curiosité. Abena s'arrêta un instant. « Étrange, pensa-t-elle. » Elle s'avança. « Ama, dit-elle de cette voix douce et royale qu'elle réservait aux élus. Ce soir, tu fais quelque chose de grand pour ce royaume, quelque chose que les ancêtres te récompenseront. » Je sais ce que je fais ce soir, dit Ama. Quelque chose dans le ton, une fermeté sans rébellion, une clarté sans naïveté, fit s'arrêter Abena une seconde. Bien, dit-elle. Elle commença à réciter les formules du rituel, les mots anciens, lourds, qui sentaient le métal et la terre sèche. Les torches changèrent de couleur, du ocre au rouge profond. Le sol vibra légèrement, comme si quelque chose d'énorme respirait en dessous. Le transfert allait commencer.
C'est à ce moment précis qu'Ama ouvrit la main, l'objet enveloppé dans la peau de caïman. Elle le tint au-dessus du cercle et dit les mots qu'Adjoa lui avait appris, les mots qu'Adoma avait gardés pendant 40 ans pour cette nuit-là, les mots qui allaient dans le sens contraire du rituel d'Abena, comme un courant va dans le sens contraire d'un autre courant. Abena s'arrêta net. Elle regarda Ama, regarda l'objet, et dans ses yeux qui n'avaient jamais montré de peur, quelque chose apparut que personne n'y avait jamais vu. La reconnaissance. Elle savait ce que c'était. Elle comprenait ce qui allait se passer. « Non », dit-elle. Ce n'était pas un ordre, ce n'était pas la voix d'une reine, c'était quelque chose de beaucoup plus nu, une syllabe sortie d'un endroit qui n'avait pas eu de voix depuis 60 ans. « Non », répéta-t-elle plus fort. Mais Ama avait fini de réciter. Ce qui se passa ensuite, Ama ne sut jamais vraiment comment le décrire. Elle dit plus tard aux prêtresses du temple que c'était comme voir quelqu'un tomber au ralenti, sauf que la chute n'était pas vers le bas mais vers l'intérieur, comme si quelqu'un avait retiré d'un coup tous les piliers invisibles qui maintenaient Abena dans sa forme actuelle. Ça commença par les mains. Les articulations se nouèrent, la peau se plissa sur les os, vite, trop vite, comme un fruit séché en accéléré. Les veines apparurent, saillantes, bleu sombre sur ce qui devenait parchemin, les ongles jaunes irisés, les doigts recourbés sur eux-mêmes. Puis le visage. Ce visage parfait que 60 ans de vieillissement volé avait maintenu lisse, intact, méprisable dans sa perfection. Les rides vinrent toutes à la fois, comme des fleuves qui trouvent enfin leur lit, pas progressivement mais en torrent. Le cou, les joues, les paupières tombantes sur des yeux qui restaient eux encore étrangement vivants, les yeux d'une femme de 30 ans dans un visage de momie. Abena ne tomba pas. C'était le plus terrible. Elle ne tomba pas. Elle resta debout, courbée, ratatinée, transformée en quelque chose que la vie et la mort se disputaient, mais debout. Ses deux mains agrippées à l'air, comme si elle cherchait un appui qui n'existait plus. Elle émit un son. Pas un cri, pas un grondement, quelque chose de plus profond. Un son qui venait de derrière la douleur physique, de ce lieu où les êtres humains vivent quand ils perdent ce qu'ils croyaient être. Adjoa entra dans la salle à ce moment-là. Elle avait attendu dehors, elle avait entendu tout, les mots du rituel, le silence qui avait suivi, et maintenant ce son. Elle entra et vit sa mère. Personne ne bougea pendant un long moment. Les torches rouges, la fumée de résine, l'objet dans la main d'Ama qui ne brillait plus. Et Abena, cette chose que sa mère était devenue, qui tourna sa tête vers sa fille. Adjoa. Sa voix était un filet, vieille, sèche, mais reconnaissable. « Je suis là ». Sa propre voix ne trembla pas non plus, mais ses yeux étaient brillants. « Tu as fait ça ?»« Oui. » Un silence. « Pourquoi ?» demanda Abena. Sa vieille voix, son vieux corps, mais toujours ce regard, intact, vivant, incompréhensible dans tout ce délabrement. « Parce que c'était juste », dit Adjoa. « Je voulais juste continuer, je voulais juste ne pas finir. Je sais. J'avais peur. » Ces 3 mots. J'avais peur. Tombés de la bouche d'une femme de 70 ans dans un corps de 200 ans. Adjoa s'avança, s'agenouilla devant sa mère, prit ses mains tordues dans ses liennes. « Tout le monde a peur de mourir, dit-elle doucement. C'est pour ça qu'on reste ensemble, pour ne pas mourir seul. » Abena la regarda longtemps. Quelque chose passa sur son visage, quelque chose que ni les servantes, ni les conseillers, ni les griots n'avaient jamais vu là. Quelque chose qu'Adjoa cherchait depuis l'enfance, sans savoir si ça existait vraiment. De la honte, vraie, entière, non déguisée. Et peut-être, au bord de peut-être, quelque chose qui ressemblait à de la paix. Abena mourut avant l'aube. Elle s'éteignit dans les bras de sa fille, sur le sol de pierre froide de la salle souterraine, avec Ama assise à côté, qui tenait une torche pour que l'obscurité ne soit pas totale. Elle ne dit plus rien après ces quelques mots, mais elle ne retira pas ses mains de celles d'Adjoa. À l'extérieur, le ciel commençait à blanchir. Ce qu'on dit dans les villages autour d'Encrom à Bossom, et qu'on dit encore aujourd'hui, paraît-il, quand les anciens racontent l'histoire le soir autour du feu, c'est que cette nuit-là, 7 lumières traversèrent le ciel du nord au sud, lentes, silencieuses, pas des étoiles filantes, plutôt, disent les plus vieux, comme des femmes qui rentrent chez elles après un long voyage inattendu. 7 lumières, 7 âmes, rendues. Le lendemain matin, Adjoa convoqua les conseillers du palais et leur dit la vérité, toute la vérité. Elle parla pendant 2 heures dans la grande salle,
debout, sans notes, sans trembler. Elle raconta le rituel Ayakra, les 7 jeunes femmes, les 40 ans de règne achetés avec les vies des autres, la mort de sa mère cette nuit-là, et ce qu'elle comptait faire maintenant. Un des conseillers, un homme gros qui avait toujours su et toujours choisi de ne pas savoir, tenta d'interrompre. « Majesté, la réputation du royaume exige… » « La réputation du royaume, dit Adjoa sans hausser la voix, a été construite sur 8 cadavres. Nous commençons aujourd'hui à lui construire des fondations qui méritent qu'on y pose quelque chose. » Silence. Elle envoya des messagers dans les familles des 7 jeunes femmes, elle alla elle-même chez certaines. Elle s'agenouilla devant des mères âgées qui avaient passé des décennies à pleurer un deuil que personne ne leur avait vraiment expliqué. Elle dit « Voici ce qui s'est passé. Voici pourquoi. Je n'excuse pas. Je n'explique pas. Je nomme. » Ce n'était pas suffisant, elle le savait. Rien n'est jamais suffisant pour les morts. Mais c'était vrai. Et la vérité, même tardive, même douloureuse, même inutile à réparer ce qui est cassé, a quelque chose que le silence n'aura jamais. Et Funa est la seule à lui dire quelque chose de direct. Elles se rencontrèrent une dernière fois au bord de la rivière Kwadi, à l'endroit où Adoma avait son temple. Adoma était morte aussi, la même nuit qu'Abena, comme si les 2 vieilles femmes avaient attendu que la chose soit faite pour partir ensemble. « Tu es reine maintenant, dit Efuna. »« Oui, dit Adjoa. »« Tu as peur de mourir ?» Adjoa réfléchit. « Oui, dit-elle enfin. Tout le monde a peur de mourir. Alors, qu'est-ce qui t'empêchera de faire ce qu'elle a fait ?» C'était la vraie question, la seule qui comptait. Adjoa regarda la rivière. L'eau avançait sans s'arrêter, pas parce qu'elle n'avait pas peur des caillots, des chutes, du lac final où elle se perdrait dans quelque chose de plus grand qu'elle-même, mais parce que c'est ce qu'un fleuve fait. Il avance, il emporte, il donne. Elle a commencé à mourir la nuit où mon grand-père est mort dans ses bras. Pas parce que de la mort, à cause de ce qu'elle en a conclu. Elle a conclu que la mort était une ennemie. Moi, je veux la conclure différemment. Comment ? Comme une limite, pas une ennemie, une limite. Et les limites, ça donne la forme aux choses. Un fleuve sans rive n'est pas un fleuve, c'est une inondation. Et Funa la regarda longtemps, puis elle hocha la tête, non pas en signe d'accord, mais en signe de reconnaissance, comme on reconnaît quelque chose de vrai, sans forcément savoir si c'est suffisant. Elles se séparèrent sans se serrer dans les bras, pas de hostilité, juste cette distance honnête qu'il y a entre 2 personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer dans de telles circonstances et qui ne pourront jamais vraiment oublier